Aung San Suu Kyi, bonjour. Bonjour. Merci de cet entretien. C'est un plaisir. Hier, vous avez eu un léger malaise ici en Suisse. On est heureux de voir que vous allez mieux. Oui, je vais beaucoup mieux, merci. Dans le monde entier, on admire votre résistance et physique et morale quand vous étiez en résidence surveillée pendant la campagne. Maintenant, comment est-ce que vous tenez ? Je crois que c'est ma conviction et ce sont mes amis aussi qui me font tenir, des amis comme la Suisse. Quand vous avez reçu votre passeport, c'était un événement, ça faisait tellement d'années que vous n'en aviez pas. Vous vous souvenez ce moment où vous avez tenu de nouveau le passeport, la liberté ? Le moment précis, non, puisque c'est quelqu'un d'autre qui est allé chercher mon passeport, mais la première fois que je l'ai vu, j'ai été assez surprise, puisque le passeport était bien plus petit qu'auparavant. La liberté d'esprit, vous dites que vous l'avez toujours eue, mais maintenant c'est la liberté enfin de voyager après 24 ans. Premier parfum de liberté en Suisse, c'était comment ? Jusqu'à hier, en fait, je ne savais pas trop ce que je ressentais par rapport à ce voyage, puisque c'était tellement épuisant, notamment la préparation. Mais ce matin, je me suis réveillée très tôt. Je souffre encore du décalage horaire et j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu Bern qui dormait. Il faisait encore nuit et je me suis rendu compte à ce moment-là que pour moi, c'était un voyage de découverte de bien des choses que j'avais perdues de vue. Les changements en Birmanie, notre conseiller fédéral Didier Burkhalter l'a annoncé hier, ouvrir une ambassade en Birmanie, mais à condition que le chemin vers la démocratie continue. Ça, c'est la bonne méthode ? En effet, je crois que oui, je crois à l'engagement et j'aime le fait que la Suisse ouvre son ambassade à Rangoon. C'est un bon signe pour les deux pays d'avoir des relations plus proches et cela va contribuer à la démocratisation. Qu'est-ce que vous attendez maintenant du pouvoir ? Le prochain pas, le prochain geste de la part du pouvoir, c'est quoi ? La Suisse et d'autres pays partout dans le monde veulent aider la Birmanie en ce moment. Je crois qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un grand potentiel dans notre pays. Mais l'aide doit venir sous la bonne forme. Hier, lors de la conférence de l'Organisation internationale du travail, j'ai parlé d'une démocratie amicale, de développement. Nous aimerions que toute aide, qu'elle soit de développement humanitaire ou sous forme d'investissement, vise à aider le processus de démocratisation. Le danger que l'économie de marché se développe, mais pas la démocratie, comme en Chine, est-ce que ça existe en Birmanie ? Bien entendu, ce risque existe toujours, puisque beaucoup de personnes s'intéressent uniquement au potentiel en matière d'investissement et les investisseurs souhaitent en tirer des bénéfices, ce qui est tout à fait naturel, nous l'acceptons. Mais en travaillant en leur propre intérêt, j'aimerais également qu'ils pensent aux intérêts de notre pays. On vous a comparé à Nelson Mandela. Est-ce que c'est une comparaison qui vous convient ? C'est très difficile pour moi de me voir comme une sorte de Nelson Mandela ou autre, puisque je ne suis pas un homme déjà, ce qui fait une très grande différence. Et nous avons des pays avec des histoires très différentes. Mais sa lutte et la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud m'ont toujours inspirée. J'étais sous résidence surveillée à l'époque où Nelson Mandela a été libéré et élu président. J'ai pu suivre tout ceci à la radio, sous résidence surveillée, donc de bien des façons, j'ai pu m'identifier à la lutte sud-africaine pour la liberté. On dit aussi Mandela de Klerk, Madame Aung San Suu Kyi et de Thein. Est-ce que c'est un couple ? Est-ce qu'il faut un couple comme ça pour changer la Birmanie ? Très honnêtement, je pense que M. de Klerk et le président Thein Sein sont deux personnalités très différentes et la situation est également différente. Ce qu'il nous faut en Birmanie, et je l'ai répété à maintes reprises, c'est pas uniquement que le président Thein Sein lutte pour la réforme, mais que l'ensemble de son gouvernement, et notamment les militaires, s'engagent dans la démocratisation. Sur une échelle de 1 à 10, la Birmanie en termes de démocratie, où est-ce qu'elle est maintenant ? On m'a déjà posé cette question et nous essayons d'attendre le 1. Il y a un petit progrès, on va vers 2 ou pas encore ?
Eh bien, disons que nous en sommes au niveau 1 et nous essayons d'arriver à 2. Oslo, le prix Nobel, ça fait 21 ans qu'on vous l'a donné. Seulement aujourd'hui, vous pouvez le prendre. Quelle pensée au moment de le recevoir enfin? Je ne sais pas ce qui va me traverser l'esprit avant de vraiment être sur place, mais je me réjouis d'avoir l'occasion de remercier le peuple de la Norvège pour la manière dont il m'a soutenu pendant toutes ces années. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais toujours dit que j'irais d'abord en Norvège si je pouvais sortir du pays. Bon, cela n'a pas tout à fait été le cas puisque je suis allée en Thaïlande et je suis en Suisse. Mais la Norvège restera l'un des premiers pays dans lesquels je me rendrai puisque je veux remercier le peuple norvégien. Vous irez en France, en Grande-Bretagne. Qu'est-ce que vous demandez à François Hollande, à David Cameron? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous? Ils peuvent faire différentes choses pour la Birmanie et chaque pays devra suivre la même voie, mais ils doivent surtout se demander ce qu'ils peuvent faire pour le peuple de la Birmanie, pas pour son gouvernement ou pour mon parti, pour le peuple. Il faut se demander ce qu'ils peuvent faire pour rendre le pouvoir au peuple birman pour que la démocratie se retrouve entre leurs mains. Cette journée de novembre 2011 est une nouvelle naissance pour l'opposante. C'est le grand retour à la lumière, les retrouvailles avec le peuple birman après des années de protestations pacifiques. Réduite au silence, défiant la junte militaire, Aung San Suu Kyi vivait recluse, assignée à résidence dans sa grande maison du lac, sous l'étroite surveillance de la police birmane. Pendant plus de 20 ans, sous la botte des militaires après les élections volées de 1990, la Birmanie est restée quasiment coupée du monde, confinée dans la pauvreté et soumise à l'impitoyable répression de toute forme d'opposition politique. Dernière tentative de soulèvement populaire en 2007, la révolution safran des moines bouddhistes était noyée dans le sang après plusieurs jours de manifestations. Depuis cette date, Aung San Suu Kyi était invisible, enfermée derrière les barbelés de sa maison, mais toujours vivante dans le cœur de la majorité de la population qui continuait d'espérer. Et c'est l'an dernier que tout a changé, au gré d'un basculement d'influence chez les militaires. L'opposante retrouve la liberté, elle rencontre le président Thein Sein, le nouvel homme fort du pays. Le gouvernement a choisi l'ouverture. Aung San Suu Kyi obtient le droit de participer officiellement à la vie politique birmane à la tête de son parti. Nous espérons que ce sera le début d'une nouvelle ère, durant laquelle l'accent sera mis sur le rôle du peuple dans la vie politique quotidienne du pays. Très vite, elle multiplie les entretiens et rencontre même sur place en Birmanie Hillary Clinton, représentante officielle des États-Unis, un pays jusque-là honni par le pouvoir birman. Le 2 mai dernier, Aung San Suu Kyi, élue députée de son parti, entre officiellement au Parlement. À ses côtés, les militaires et leurs alliés majoritaires à l'Assemblée, eux aussi en tant que représentants du peuple, les ennemis d'hier vont devoir cohabiter. Je suis animée d'une bonne volonté à l'égard des militaires. Cela ne me dérange pas du tout d'être assise à leur côté. J'ai même du plaisir. Mais vous voudriez soit réduire leur présence, soit qu'ils soient absents du Parlement? Nous voulons que notre Parlement soit en phase avec les vraies valeurs démocratiques. L'Occident rêvait d'une révolution brutale qui balayerait les militaires. Le prix Nobel de la paix a choisi la voie du changement à la birmane, une évolution en douceur vers des jours qu'elle espère meilleurs pour son pays. Aung San Suu Kyi, le monde entier veut vous voir, il veut être photographié avec vous. Ici au Palais fédéral, tout le monde veut être à côté de vous sur la photo. Il y a une photo qui était frappante, c'est celle de vous avec Hillary Clinton. Est-ce que là, il s'est passé quelque chose? Les États-Unis, Hillary Clinton ont compté pour vous, comptent pour vous? La visite d'Hillary Clinton? Oui. C'était un moment très important pour la Ligue nationale pour la démocratie, pour tous ceux qui sont en faveur de la démocratie en Birmanie, puisque cela a démontré que les États-Unis s'engageaient avec notre pays. Je n'ai jamais été en faveur de l'isolement. J'ai
appuyé des mesures contre le régime militaire, mais je n'ai jamais été en faveur de l'isolement. L'engagement, c'est tellement plus positif et cette visite était un signe d'engagement. Vous avez été en résidence surveillée pendant plusieurs périodes, mais au total presque 20 ans. Comment est-ce que vous avez tenu? Eh bien, sous résidence surveillée, il n'y a pas à tenir, il n'y a rien à faire. Mais j'ai pu faire certaines choses. J'ai pu lire, j'ai pu réfléchir. Aujourd'hui, je n'ai presque plus le temps de lire ou de réfléchir et je dois dire que ce temps de loisir me manque. Et j'ai suivi ce qui se passait dans le reste du monde par le biais de la radio. Mais je n'ai jamais vécu cela comme une situation difficile. C'était plutôt irréel. Cela ne me semblait pas très réel. Quand on vous demande des modèles, je suis frappé de ce que vous dites. Vous dites Marie Curie. Pourquoi Marie Curie? À cause de son dévouement, son engagement, sa détermination, quelle que soit la voie que vous choisissez dans la vie, si vous poursuivez cette voie avec détermination, avec engagement jusqu'au bout, pour moi, c'est quelque chose qui mérite de l'admiration. Il y a un mot qui revient souvent chez vous, c'est le devoir. Hein. Ça me frappe toujours, le mot devoir. Oui. Pour moi, le devoir est très important. Un sens du devoir nous permet de rester sur le droit chemin. Il y a tant de tentations, et nous sommes tous des êtres humains, mais si vous avez un sens du devoir, cela vous ramènera toujours au bon port. C'est votre manière de se tenir très droite. Hein. On a l'impression que c'est une volonté de tenue morale et physique. Oui, tout à fait. En effet, physiquement, je me tiens droite puisque je suis assez petite et je veux paraître plus grande, alors je me tiens très droite, mais on peut également voir cela comme une métaphore, ce sens du devoir qui nous permet de nous tenir droit. En le perdant, on se diminue. Vous avez un père qui a été un héros de l'indépendance, qui était un guerrier, on peut dire ça? Pour commencer, il était un militant, un étudiant qui luttait pour l'indépendance. Ensuite, il est devenu général, dirigeant de l'armée birmane au moment de sa création, puisque cela faisait partie de sa quête pour l'indépendance. Ce n'était pas un homme militaire pour des raisons de violence, ce n'est pas qu'il aimait se battre, mais dans une lettre au Lord Mountbatten, il a dit que beaucoup d'aspects l'attiraient dans le monde militaire. Je crois qu'il parlait de la discipline, c'était quelqu'un de très discipliné, et bien des aspects du comportement militaire préservaient la discipline. Ce qui force l'admiration, c'est les sacrifices que vous avez dû faire. Votre mari qui est mort loin de vous, vos enfants loin de vous. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez été tenté d'abandonner? Tout d'abord, pour moi, cela n'a rien d'un sacrifice, puisqu'en disant que l'on fait un sacrifice, on a l'impression que l'on attend quelque chose en retour. Alors, ce n'était pas un sacrifice, c'était un choix. Et les sacrifices étaient plutôt du côté de mon mari et de mes fils. Beaucoup de Birmans sont morts, beaucoup ont été torturés. Encore aujourd'hui, il y a des moines, il y a des étudiants en prison. Est-ce qu'on peut pardonner? Ce n'est pas à moi de pardonner. C'est aux victimes de décider s'ils souhaitent pardonner ou non. Pour ma part, je n'ai rien à pardonner à qui que ce soit. Je ne crois pas que l'on m'ait fait du tort qui doivent être pardonnés. Est-ce qu'il faudra juger le général Than Shwe, juger les responsables? Cela n'a jamais été mon objectif. Je crois plus en la réconciliation qu'en la rétribution. Quelques mots en français. Est-ce que c'est vrai que vous avez appris le français sur des cassettes audio pendant que vous étiez en résidence surveillée? C'est vrai ça? Mais je suis très, très nerveuse parce que mon français est très mauvais. Non, vous parlez très bien. J'aime beaucoup la Suisse et les peuples suisses qui sont très, très gentils. Et je vous remercie. Ce sera votre anniversaire le 19 juin. Oui. C'est dans quelques jours. Vrai.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Le bonheur pour mon pays. Alors, beaucoup de bonheur et pour vous aussi, bonne chance. Merci Aung San Suu Kyi de cet entretien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes très gentil. Merci.